Belge. On va parler de Wout van Aert, mais comme ça, à chaud, je vous demandais de noter cette dernière étape du Tour de France qui s'est achevée, on l'a vu, par cette ascension à 3 reprises de la rue Le Pic. Une petite note, savoir comment vous avez vécu cette dernière étape. 9 pour Émilie Ross, 8 pour Candice, 8 pour Claire, 10 pour Patrick Chassey et 9 pour Raymond Domenech. 10, Patrick. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Mais qu'est-ce que vous vouliez de plus? Je ne sais pas. On avait tellement peur que ce soit moins, que ce soit terrible, que ce soit désastreux. On s'attendait à un carnage. Non mais attendez, quand on a vu, je sais pas combien de kilomètres il restait, et là on entend « il pleut à Paris ». On l'a entendu pas mal de fois dans la journée, c'est vrai, on avait peur. Bah moi j'ai pas trop suivi avant tout ça, j'ai branché la télé, j'ai écouté, et là on a dit « il pleut à Paris ». Et là j'ai dit « aïe 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 ». Bon évidemment parce que moi je venais en Vélib, alors c'est pour ça que non pas du tout, parce que mais je me suis dit ça va être et c'est qu'on n'a pas eu un carnage, on a eu spectacle. Mais on a eu 30 km de folie, quoi, peut-être les plus beaux du Tour. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission de savoir si cette dernière étape de Tour de France doit systématiquement passer par Montmartre, parce qu'on a tellement vécu des moments exceptionnels aujourd'hui qu'on a envie que ça continue. On va garder ce thème parce qu'il y a, je vous le dis quand même, il y aura un duel sur cette thématique. Claire, on parlait de Wout van Aert, ce coureur si spécial que tout le monde aime au sein du peloton. Est-ce que vous, particulièrement, vous étiez ému de le voir s'imposer sur cette si belle étape? Oui, évidemment. En plus, Van Aert, c'est quand même vraiment une histoire particulière aussi avec le Tour de France, une grosse chute qui lui a coûté beaucoup de mois et d'années dans sa carrière et de victoires certainement derrière. Donc il y a tout ça qui est rentré en jeu. Il était malade au début de cette édition. Et il avait dit je ne veux pas viser le maillot vert, mais une victoire d'étape. Et aller chercher celle-là sur la dernière, c'est énorme. Il avait déjà gagné au sprint sur les champs. Et il y a juste la photo derrière vous, je pense que ça veut, elle est sublime. Dire. Elle est absolument magnifique. On a l'impression qu'il a un casque doré, tellement c'est incroyable. Mais non, mais c'est absolument génial de le voir comme ça. C'est vraiment un coureur sympa. Wout van Aert, quand il nous répond, quand il est tout le temps Qui est pas sympa? On en reparle plus tard. On en reparle plus tard. Mathieu Van Der Poel a abandonné. Hein. Non, c'était pas lui, vous pensez. Le gars qui veut être sympa. Raymond, oui. Comment on l'a vu cette dernière étape? Patrick a parlé de la pluie, il y avait les pavés, il y a l'attaque de Pogačar que nous a montré Charles-Antoine. D'habitude, c'est pas qu'on s'ennuie un petit peu sur la dernière étape, mais tout est joué. Parfois les coupes de champagne. Là, on rappelle juste que avant les ascensions, le classement avait été gelé à partir pour cette fin d'étape, pour pas mettre en difficulté les coureurs, pour pas qu'il y ait les pousser à la faute. Mais est-ce que vous avez pris beaucoup de plaisir? Oui, mais j'avoue qu'au départ, j'ai regardé, parce que c'est les images de Paris qui sont toujours extraordinaires, avec les vues d'hélicoptères. C'est autant... Vous ne survolez jamais Paris en hélico? Moi, je n'ai pas ce privilège. Et de se dire qu'on visite Paris. C'était, au départ, j'ai commencé à regarder, je trouvais ces images magnifiques. Et après, je dois reconnaître que Pogačar, il a... Mais pas que. Oui, mais c'est lui qui l'a lancé. S'il était resté caché au fond... Je veux dire, on aurait eu aussi peut-être une belle étape, mais pas pareil. Là, il y a un mec qui a déjà gagné le Tour. Il pleut, il y a les pavés, il peut tomber. Et le mec, il part encore, il va attaquer tout le monde. Et je suis resté scotché. Et là, oui, vraiment, les 30 derniers kilomètres, je n'ai pas lâché. C'était émouvant, c'était prenant. J'avais qu'une peur, c'est qu'il glisse et qu'il tombe. Ouais, on a tous eu peur. Mais il est fou. Mais il est fou, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Mais au début, enfin, je sais pas ce que vous vous êtes dit, mais au début, on se dit, il fait ça parce que justement, il veut pas prendre trop de risques. Moi, quand je le vois enquiller sur Alaphilippe, je me dis, bon, il passe devant, il veut faire la descente, lui faire sa trace tout seul. Il y avait encore quand même pas mal de monde. Il y avait une trentaine de coureurs qui étaient ensemble. Donc, vaut mieux être devant. Ça, il l'a fait plusieurs fois. On allait le voir. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en haut des cols, à premier col du Tour, n'importe quoi. Non, je voulais juste être devant, pas prendre de risques, etc. Et là, c'est ce qu'on s'est dit. C'est surtout le deuxième tour où là, il en met une. On en reparlera juste un petit peu plus tard de l'attitude de Pogačar. On va rester sur l'émotion de cette dernière étape. Candice, vous l'avez vécu comment? Est-ce que vous avez redouté, je pense comme nous tous, la chute? On se dit, mais ils vont se faire mal. Est-ce qu'il y avait cette crainte-là? Non, mais bien sûr, à chaque virage, on tremblait un peu avec eux. On avait les frissons parce qu'on s'imaginait la chute, effectivement. Après, si par exemple, moi, je mets 8, c'est parce que le début, je sais que la dernière étape, c'est toujours très lent. En gros, tout est fait. Mais il y a une étape quand même à courir. Donc, heureusement qu'il y avait quand même cette butte Montmartre pour tout emballer, quoi. Parce que
les tours sur les Champs-Élysées, bon, voilà, on l'a vu, mais il ne se passe rien. Et effectivement, ça a tout emballé. Et c'est ça qui était génial à suivre, avec le frisson. On ne pensait pas qu'on allait frissonner autant, oui, parce que ça nous a rappelé aussi les Jeux, forcément. Tout ce monde là sur le bord de la route, mais pas qu'à Montmartre, hein, partout, évidemment, avec cet engouement. On est à 1 an pile après le début des Jeux. On voulait retrouver un peu ça. Et outre Montmartre, c'est tout Paris, en fait, aussi, qui s'est mis à vibrer sur la route. Pour tout vous dire, moi je suis allée les voir passer. Alors ils avaient 20 minutes de retard, donc je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent pas rouler ou quoi cette dernière? Et on les attendait, voilà, donc c'est super. Et que ça finisse comme ça en plus, c'était vraiment un Tour de France qui est épique. Ouais, épique. Charles-Antoine. Ouais, Wout van Aert, pour revenir à ce personnage, ça fait aussi partie du décorum de cette étape parce qu'on est sous la pluie. Ça nous rappelle en fait les classiques belges. On a couru cette 21e étape comme une classique avec un garçon, comme l'a dit Claire, très humain, qui a que 2 victoires cette année, sur le Giro certes et sur le Tour de France. Il a cherché cette victoire tout au long de ces 3 semaines. Charles-Antoine, on se souvient parce qu'on l'a vécu ensemble en direct sur la chaîne L'Équipe à travers la Flandre où ils sont 3, Visma, Leasebike, et se font battre par Nelson Powless. Et là, on se pose des questions. Je me souviens en plateau, est-ce qu'on n'assiste pas à la fin, malheureusement, ou en tout cas le début de la fin de Wout van Aert? Il revient de très loin, en fait. C'est un garçon qui a eu 2 grosses chutes l'an dernier. Une sur à travers la Flandre et une sur la Vuelta également. Son genou, il est marqué. Et on voit encore les cicatrices. C'est un garçon qui a été marqué aussi mentalement parce que les médias belges étaient sur son dos. On sait qu'en Belgique, le vélo, c'est comme le football pour nous. C'est très important. Ils ont beaucoup de pression. Ce qu'a vécu Remco Evenepoel en abandonnant. Remco. Et c'est un grand salaire. C'est un très gros salaire de son équipe. Donc voilà, quand on a un gros salaire, il faut marquer. Comme au foot, il faut planter, il faut gagner des étapes. Et lui, c'est un peu une sorte de résurrection pour Wout van Aert qui revient de très loin et qui... je me souviens, les JO l'an dernier, il avait pas réussi à accrocher la roue et il se fait... Mathieu Van Der Poel attaque. Et là, cette année, il regagne sur un terrain qui lui correspond parfaitement. On a l'impression d'avoir retrouvé le grand Wout van Aert. Et ça fait du bien au cyclisme parce que c'est un garçon très sympathique, ça c'est sûr. Et aussi, c'est un grand champion, très humain, lui, comparé à d'autres stars. Pour les images de ce final, c'est tout ce qu'on voulait voir en fait. Enfin, moi, je sais que ça m'a attrapée parce que du coup, t'as Pogacar qui attrape là dans les hauts de Montmartre et tu te dis mais c'est fou. Et puis en même temps, t'as cette victoire avec ce sourire et la reconnaissance de tout le monde. Et je trouve qu'en dernière étape, en arrivée, c'était incroyable. Et ce duel qui n'est pas celui qui était annoncé. Enfin, on a annoncé pendant 3 semaines un duel Vingegaard-Pogacar et on est un peu surpris, de voir un duel le dernier jour Pogacar-Van Aert, même si c'est un duel simplement pour le gain d'une étape. Ça, c'était... on aurait voulu avoir ça, on n'aurait pas osé le rêver, quoi. Et juste pour revenir sur Van Aert, moi, il y a un moment, je me suis dit, c'est quand même l'homme des 2e places, Wout van Aert. Et à un moment, c'est remonté à mon esprit quand je l'ai vu tout seul arriver sur les champs. 2e des championnats du monde, 2e des Jeux Olympiques, 2e des championnats d'Europe. Je pense qu'on ne peut pas faire pire en termes de presque. Et je me suis dit, mais ça, parce que c'était pas un championnat du monde aujourd'hui, c'était pas les Jeux, mais il y avait quelque chose comme ça. Il y avait un truc un peu. Pour moi, j'ai pensé à une classique en fait. C'est vraiment. Mais avec un truc en plus. Totalement. Sur le. Et je me suis vraiment dit, mais il peut pas faire 2 aujourd'hui, c'est pas possible, pas encore, quoi. Ça faisait penser à Glasgow, c'est vrai. Ça faisait penser aussi au championnat du monde en ville, parce qu'une classique, c'est pas en ville quand même. Alors certes, ça s'est couru un peu comme une classique. Je suis d'accord avec toi, mais on est dans un milieu urbain, complètement urbain. Et moi, ça m'a rappelé Glasgow avec ses relances. Bon. À la différence près, c'est qu'effectivement, Van Der Poel n'était pas là. Exactement. On a une déclaration d'ailleurs de Wout van Aert, Charles-Antoine. Oui, la question lui a été posée. Est-ce que c'est votre plus belle victoire de votre carrière? Il a répondu, difficile de dire si c'est ma plus belle victoire sur le Tour. Ma dernière, c'était en 2022. Cette étape, je savais qu'elle serait spéciale. Gagner devant Pogacar, ça apporte une autre dimension. Le lâcher dans une montée, peu de coureurs en sont capables. Alors Charles-Antoine, justement, on s'est un peu posé cette question. Est-ce que, vu que c'est Wout van Aert qui le dit, est-ce que c'est la plus belle arrivée de l'histoire du Tour de France? Vous avez quelques propositions, je crois. Oui, on a sélectionné 2 arrivées marquantes sur les Champs-Élysées. La première, en 1979, avec le succès de Bernard Hinault. À l'époque, il est assuré de remporter son 2e Tour de France. Le blaireau tient quand même à lever les bras sur les Champs-Élysées. Il s'impose en jaune après une échappée au sprint face à son dauphin, Joop Zoetemelk. C'est comme si, aujourd'hui, Pogacar l'avait emporté au sprint devant Jonas Vingegaard. C'est le dernier d'ailleurs, Bernard Hinault, à avoir remporté l'étape. Il l'a refait en 82, oui. Non, mais 3 ans plus tard, mais c'est le dernier. C'est le dernier, c'est ça. Exactement ça. Et l'autre image forte qu'on a sélectionnée, évidemment, c'est le succès de Greg LeMond en 1989. La dernière étape, c'est un contre-la-montre de moins de 25 km. Avec cette arrivée sur les Champs-Élysées, l'Américain renverse le Tour au bout d'un suspense irrespirable. Laurent Fignon s'incline
pour 8 secondes sur ce tour 89. C'est resté dans nos esprits. Bon, je me retourne vers notre Bible à nous, c'est Patrick Chassey. C'est laquelle la plus belle alors? C'est ce qu'on a vécu aujourd'hui ou c'est une des deux propositions de Charles-Antoine? T'as pas le droit de pas choisir. Non, je crois que je choisis effectivement celle d'aujourd'hui. Bah, de toute façon, moi j'ai... Oui, ah, vous avez assumé, hein. 10 Patrick. Non mais c'est vrai que c'est difficile parce qu'on est dans trois choses complètement différentes. Bon, le chrono, il n'y a pas besoin d'expliquer longtemps. Un contre-la-montre sur les champs, c'est unique. Ça le restera peut-être, d'ailleurs. Même si l'année dernière, ça s'est fini par un chrono, mais on n'était pas à Paris. Et c'est vrai que, bon, c'était particulier. Moi, je n'avais pas aimé, indépendamment du résultat, je n'avais pas aimé parce que ce jour-là, les rues de Paris me paraissaient désertes. Un chrono, ça attire pas forcément la grande foule. Puis ça s'étale en longueur, donc c'est pas bon. Voilà, c'était un peu bizarre. Et puis l'année avec Joop Zoetemelk et Bernard Hinault, c'était à la fois magnifique, ça avait fait son petit effet dans les médias, etc. Mais c'était presque trop beau pour être vrai. Il y avait un côté comme ça, ils étaient partis dans la vallée de Chevreuse. Ils étaient partis très tôt, hein. Et c'était presque une parade des deux meilleurs. Alors, je sais que, et en plus, il y a des chances qu'ils les écoutent, donc attention, je suis pas en train de minimiser le truc. C'est ce que vous avez fait, mais c'est pas grave. C'est Joop Zoetemelk qui a attaqué, Oui. et Hinault y est allé. Et Joop Zoetemelk, je me rappelle, à l'époque, on disait c'est un mec qui attaque jamais, un peu le Vingegaard de cette année, un peu ce qu'on lui reproche. En réalité, il attaquait, mais il pouvait pas faire plus que ce qu'il faisait. Et ça l'insupportait, ça, Joop Zoetemelk. Et voilà, il avait voulu quand même montrer qu'il était un attaquant. Mais ils savaient bien tous les deux qu'ils n'allaient pas se lâcher, quoi. Ce qui avait été plus surprenant, c'est de voir le peloton les laisser faire, en quelque sorte. Donc vous choisissez vraiment celle d'aujourd'hui? Vraiment, vraiment. Mais parce que justement, il y a cette indécision. Alors oui, puis on n'a rien trahi aujourd'hui. On n'a pas trahi le petit protocole où on fait la photo, etc., le côté sympa qu'il n'y avait pas eu justement l'année dernière, le côté... Voilà, ça, on fait ça. Et puis, on a aussi, je dirais, derrière, on a eu quand même de la course. Mais pour moi, ça a presque... Décidément, je vais me fâcher avec tout le monde, ça a presque ringardisé les Champs-Élysées. C'est-à-dire que... Ça, c'est vrai. c'est un magnifique teasing pour notre thème juste après la pub, ça va être sublime. Je ne vais pas en dire plus, mais magnifique. Mais voilà, c'est ça que ouais. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau en réalité. Alors, je ne pense pas que les Champs-Élysées soient ringards, mais je pense qu'on va attendre désormais un petit peu plus qu'un tourniquet autour du Louvre. Bon, on a beaucoup parlé de Wout van Aert et c'est normal parce que sa victoire était magnifique. Je voudrais qu'on parle du maillot jaune avec cette question. Est-ce que c'est une belle défaite de la part de Tadej Pogačar? Parce que Raymond en a parlé, c'est vrai qu'il a été un acteur majeur de ce final dantesque du Tour de France. Est-ce que c'est un perdant magnifique aujourd'hui, Émilie? Oh bah oui. Moi, je l'ai identifié comme ça parce que de le voir là, mais enfin vraiment la rue Le Pic, là, moi, les images, elles m'ont marqué et tu le vois prendre la tête, là, prendre l'attaque, c'est ça le bon terme, lancer l'attaque, et tu te dis mais c'est fou parce qu'il va vraiment le faire, et donc il a la niaque, et après en fait tout se délie suite à lui, et donc ouais, pour moi c'est une jolie défaite parce que il a été marquant aussi et marqueur de cette étape, et en même temps bah voilà, c'est une belle défaite, un beau perdant, je ne sais pas comment le formuler, mais ouais, moi, c'est des images qui m'ont plu. Charles-Antoine, toi qui connais très très bien le vélo, c'est vrai que depuis 3-4 jours, on voit Tadej Pogačar un petit peu marqué, un petit peu, on se dit il fait la tête, c'est des déclarations, on se dit bon, il n'a pas envie d'être là. Là, aujourd'hui, on l'a retrouvé joueur, quoi. Exactement. Et il l'a dit, hein, je m'ennuie sur ce Tour de France, je compte les kilomètres, c'est quand même fantastique. Je me casse même pour un garçon qui est en jeu, qui compte les kilomètres. Limite, il n'a plus envie de profiter. Et aujourd'hui, on a retrouvé le joueur, le garçon qui fait du vélo comme un cadet, qui a envie de jouer devant. Enfin, quand même, là, pour aller, il prend des risques, hein. Parce que s'il se casse une clavicule dans la descente et qu'il finit pas l'étape, il gagne pas son Tour de France. Faut pas l'oublier, ça. Peut-être techniquement, Charles-Antoine, si vous pouvez expliquer à quel point c'est difficile la descente en pavé avec la pluie. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi dangereux? Il y avait très peu de descente en pavé, mais en fait, on est dans un circuit urbain. Donc tout le monde sait que dans un circuit urbain, l'eau qui vient de tomber, ça rend la chaussée détrempée. Et surtout, avec tout, il y a des voitures qui passent. Donc en fait, c'est une patinoire. On a beaucoup de lignes blanches, des passages piétons, et on avait aussi... Et des pavés, quand même. Alors en descente, un peu moins. Non, mais des pavés quand même dans Paris. Il y avait quand même tout autour de la Madeleine, etc. Ça, c'est vrai. C'est que des pavés. C'est que des pavés partout. C'est très dangereux. On les voit sur les freins. Ils n'osent pas se pencher parce qu'on sait qu'avec les freins à disque, le moins de freinage, c'est rapide. Et puis hop, on peut partir au tapis et finir dans les barrières ou dans les spectateurs. Et lui, il s'en fiche, il fait fi de tout ça.
il continue, il est le Tadej Pogačar du début du Tour ou des années précédentes. On a retrouvé le garçon humain. Un garçon qui est capable de perdre aussi, parce qu'aujourd'hui, il a perdu. Il a été défait par Wout van Aert, on ne s'y attendait pas forcément. Mais on a retrouvé un peu d'humanité dans ce garçon, dans ce Slovène qui paraissait un peu robotique quand même ces derniers jours. Claire, vous l'avez trouvé comment, Tadej Pogačar, aujourd'hui? Est-ce que vous louez son côté attaquant, ou pour vous, c'était un moyen, comme Charles-Antoine vient de dire, un peu de retrouver de la folie, de s'amuser? Ouais, non, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Enfin, en fait, j'ai l'impression que la popularité de Pogačar est en train de basculer ou a basculé un peu cette année, plutôt dans le mauvais côté. Et je crois que c'est aussi... Ah, vous l'avez ressenti, ça? Ouais, un petit peu. J'ai l'impression qu'il était beaucoup plus populaire et aimé, en tout cas, que cette année, par exemple. Et maintenant, je me dis, ça se trouve, c'est lié à ça. En fait, à ce côté qu'on ne voit plus trop chez lui, ce côté joueur, très dominateur, évidemment, qui rentre dans la balance, mais qu'on voyait un petit peu moins. Il l'a presque toujours dit, ou je ne sais pas s'il l'a déjà dit comme ça, mais on le comprend très facilement, il préfère presque les classiques, les championnats du monde et les courses qui se jouent sur une journée. Et aujourd'hui, il l'a pris comme ça, avec ce côté enfantin, en fait, un côté très, très ludique. D'ailleurs, il en a parlé dans une interview, il se projette chez Charles-Antoine, il parle de son avenir. Il a confirmé qu'il avait envie de retourner sur Paris-Roubaix, mais il a mis un petit doute sur ce qu'il allait faire, quoi. Ouais, on lui a posé la question parce qu'au vu de son état d'esprit ces derniers jours, la question lui a été posée, est-ce que vous alliez arrêter? Il a confié à notre confrère du papier, Johan Aubois, je ne pense pas arrêter tout de suite, mais je ne me vois pas non plus poursuivre trop longtemps. Les Jeux de Los Angeles en 2028 sont un de mes objectifs, ce qui m'amène à dans 3 ans. Alors je commencerai peut-être à penser à la retraite, on verra. On rappelle, oui. Tadej Pogačar n'a toujours pas gagné Milan-San Remo, Paris-Roubaix et la Vuelta, le Tour d'Espagne. Et il est en contrat jusqu'en 2030 quand même, il faut le dire. Là, il précise 2028, ouais. Mais il aura encore 2 ans. Il l'a précisé après. Avec peut-être un Tour de France qui partirait de Slovénie. En tout cas, les Slovènes sont candidats. Patrick, par rapport à l'attitude de Tadej Pogačar, ce que Claire disait sur le côté mauvaise image, c'est vrai qu'aussi, on est obligé d'en parler. Il y a eu, quand Tadej Pogačar a énormément dominé en début de tour, on a encore entendu toujours ce même refrain à chaque fois qu'un coureur brille, le dopage, etc. etc. Est-ce que vous pensez que l'image de Pogačar sur ce tour, elle a basculé du mauvais côté, Patrick? Je pense que ça date d'avant, en réalité. C'est venu effectivement au fil de la saison. Sa domination à outrance sur le critérium du Dauphiné y est aussi pour quelque chose. En fait, il n'a pas réussi à être populaire dans ses échecs. Il en a quand même connu, notamment sur Paris-Roubaix, on en parlait. Il fait 2e, bon, il va à la chute. Il n'en a pas beaucoup connu, c'est vrai, des échecs. Mais sur le Tour, il a eu des défaillances. Quand les Visma et Jonas avaient dominé, il en a eu 2-3. Oui, mais à ce moment-là, il était populaire. Encore une fois, pour moi, c'est quelque chose qui intervient vraiment cette année. C'est-à-dire que c'est un coureur qui était souriant, qui plaisantait, qui prenait un peu le vélo, qui donnait l'impression de prendre le vélo comme un jeu. Là, c'est vrai qu'on a l'impression, il le dit lui-même, donc on peut penser qu'il a raison, qu'il en est convaincu. En tout cas, il s'amuse moins. C'était pas un jeu cette année pour lui, le vélo. Bon, si on écoute ce qu'il nous dit, il a quand même été malade pendant ce tour, oui. Pas gravement malade, bien sûr, mais il était enrhumé, donc on peut penser que quand on est enrhumé, on fatigue, c'était plus difficile. La tension a aussi été très importante, donc voilà, ce sont des éléments qui expliquent effectivement que peut-être que c'est pas aussi glorieux et aussi simple que ça. Et les obligations médiatiques l'ont énormément pesé aussi, d'aller faire toutes les interviews, etc. C'est quelque chose dont il s'est plaint.